le dossier Wassem qu'on a évoqué la dernière fois, il y a eu une évolution particulière que je voulais partager avec vous. Le blessé, lorsqu'on a fini le live, le blessé là, Seignon, je ne sais pas comment il s'appelle, quelqu'un nous avait donné le nom, Seignon qui a été brûlé au 3e degré depuis plus d'1 an et demi, qui est abandonné à la maison, par faute de soins. Il a été finalement, comment on appelle ça, voilà, ses pieds et ses mains ne bougent plus. Je voulais qu'on montre l'ancienne photo où il était totalement bandé là. Et donc, ses mains et ses pieds ne bougeaient totalement plus, tout est brûlé. Et donc, quand on a fini le live et qu'on a parlé de lui ici et tout ça, il y a eu beaucoup de rebondissements, notamment le voilà, ce jeune homme-là, c'était un très beau gars. Donc, notamment, il y a eu beaucoup de rebondissements, notamment une mobilisation autour du jeune qui a été brûlé. Et donc, les gens ont pris contact avec les délégués, la famille. Ils ont reçu plusieurs coups de fil. Et le gars, il était à la maison, hein, il était abandonné, il était à la maison, il n'était plus à l'hôpital. Il était dans cet état, l'état où il a porté l'habit. Et il paraît même que, selon les informations, que la présidence du conseil a appelé et qu'on l'a demandé de l'amener à Dr Lafia. Il était déjà à Dr Lafia quand il a été brûlé. Sauf que Dr Lafia a fini par le libérer parce qu'il n'y avait plus d'argent pour le soigner. Son amu, je ne sais pas comment vous appelez ça, ne tenait plus. Donc, ils l'ont libéré. Il est parti rester à la maison. Et donc, quand le live a été fait avec les photos qui ont été projetées, il semble qu'on l'a ramené à Dr Lafia. Mais depuis qu'on l'a ramené à Dr Lafia, il y a 2 jours, il n'y a aucun traitement. Ils sont là-bas. Celui qui a appelé Dr Lafia pour qu'on l'amène à Dr Lafia, personne ne l'a soigné. Ils sont retournés à la maison. C'est là où, voilà, la photo. Voilà, c'est le jeune homme, il a vieilli, en même temps, vous voyez son visage, il a vieilli. Là, il ressent quelques mouvements dans cette joie, mais les pieds ne bougent pas. Et voilà, il est retourné à la maison. Et il y a plusieurs blessés, hein. Ils sont plusieurs blessés qui n'ont pas eu des soins adéquats. Et selon nos informations, les Indiens là sont très remontés par rapport au live. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils se prennent pour qui, ces Indiens là. On va faire leur sauce bientôt. Et donc, qui sont remontés par rapport à suivre le live et que les autorités, voilà, les cadres, c'est comme ça on les appelle, non, les autorités, les cadres de Tablibo aussi ont commencé par prendre au sérieux ces informations-là. Ils ont fait des réunions entre eux et il y avait une réunion qui était prévue lundi avec les autorités du ministère de l'Environnement, des Mines et de la Fonction publique pour aller sur le terrain et voir la situation. Entre-temps, selon les délégués, le directeur technique de Wassem a pris des engagements pour mettre fin à la poussière qui se répand dans la ville, à Tablibo. Quand vous arrivez à Tablibo, toute la poussière de l'exploitation se déverse sur la ville, entraînant des maladies des yeux, des poumons et tout ce que vous pouvez imaginer. Et ça, on l'a dénoncé à plusieurs reprises, rien n'a été fait. Mais les populations se réveillent à Tablibo et c'est ça qui est assez intéressant par rapport au live. Il a circulé dans les quartiers, ils sont en train de mobiliser les gens pour mettre fin à tous ces dégâts sur le plan environnemental. Et il y a un nouveau préavis de grève que les délégués veulent déposer bientôt. Je pense que lundi, il y a une réunion. Mais il y a des choses encore plus graves. Et pendant que les jeunes meurent là-bas, ils sont payés au lance-pierre. Il y a beaucoup de gens qui s'enrichissent à Tablibo, les Indiens en premier, mais il y a aussi des cadres togolais. Il y a un comptable là-bas à Tablibo. Il est tellement riche qu'on me dit, on nous dit qu'il a plus de 40 ou 50 maisons. Un comptable à Tablibo, hein, à l'usine de Wassem. Puisque lui, il dispose du ciment à volonté, donc il construit les maisons partout. Il doit avoir une quarantaine ou cinquantaine de maisons à Lomé. Le comptable à Wassem. Vous imaginez ce que ça veut dire? Et donc, pendant ce temps, vous avez les jeunes qui ne sont même pas payés correctement au CIMIG. Mais Wassem ne fait pas que des dégâts sur le plan de la santé, mais Wassem détruit l'environnement. Et vous savez que le clinker ou le calcaire est exploité après avoir dynamité la terre. Et quand il dynamite la terre, il crée des dégâts. Les villages qui ne sont pas loin, ils se retrouvent avec des maisons qui sont fractionnées, c'est des maisons en banco et tout ça. Mais quand ils finissent d'extraire le calcaire, la convention qui les lie avec l'État togolais, c'est qu'il faut qu'ils remblaient les trous. C'est comme au niveau de la SNPT où on dit qu'il faut remblayer les trous. Ils ne le font jamais. Maintenant, ils laissent les trous et les trous sont remplis après. C'est même plus des trous, c'est des crevasses. Des crevasses. Et maintenant, ces crevasses sont remplies d'eau. Et ça devient des lacs artificiels. Vous allez voir les images. Les lacs artificiels qui sont créés parce que ces lacs artificiels aujourd'hui sont devenus un danger pour les enfants. Les enfants tombent dans le lac et meurent à Tablibo là-bas. Vous allez regarder la vidéo ensemble. Les dégâts. Voilà un des lacs artificiels qui a été créé par Wassem. Donc, il y a des enfants qui trébuchent et qui se retrouvent dans ce lac-là et qui meurent par noyade. Et ces lacs-là se multiplient un peu partout à Tablibo. Un peu partout. Dans la zone où on exploite le calcaire. Il faut avoir un œil.
Ouais. OK. Merci, technique. Bien reçu. Donc, vous voyez le lac. Donc, c'est des lacs qui sont créés partout à Table-Ibo là-bas. Et les enfants tombent dedans et ils meurent. Il y en a plein, hein. Il y en a plein, c'est rempli. Et ce dont j'ai peur, c'est que ces lacs-là n'attirent pas des crocodiles. Si jamais des crocodiles se retrouvent dans des plans d'eau comme ça, c'est une menace pour la population. Vous voyez? Donc, à Table-Ibo, ça, c'est des crevasses. Quand ils finissent d'extraire le calcaire, ils ne ferment plus les trous. Ils ne ferment plus rien. Donc, l'eau vient stagner et ça devient un lac artificiel. Et donc, là, il y a des enfants qui se retrouvent dedans, ils sont noyés. Et des drames comme ça arrivent régulièrement à Table-Ibo. Et ça arrive aussi à Haoteux, à Pogam et tout ça pour les phosphates. Et donc, moi, ce que je crains, c'est que ici, là, qu'on ne retrouve pas des crocodiles dans cette histoire-là. Parce que si on retrouve des sauriens dans cette histoire-là, ça serait très grave pour les populations, vous voyez, et surtout pour les enfants. Vous allez voir un enfant qui est sorti et puis il est happé par un saurien et puis bon, il entraîne dans l'eau et puis il va le dévorer. Donc, voilà, quelqu'un dit que ça, c'est aussi à Koumapé. Oui, c'est un peu partout. Et ça, c'est Table-Ibo, il y en a à Koumapé, il y en a à Pogame, il y en a à Haoteux, un peu partout. Donc, ils refusent de fermer les trous. Parce que fermer les trous revient à dépenser encore de l'argent pour les machines et tout ça. Donc, ils ne ferment pas les trous. Ils créent des crevasses et puis ils laissent ça à l'abandon. Vous voyez, c'est extrêmement grave. Il y a même des rumeurs qui restent à confirmer qu'en 2005, les plans de ce genre vers Haoteux ont servi à engloutir des gens qu'on a massacrés à Lomé. Ça, c'est un autre débat. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire, en 2005, quand ils ont tué des gens, ils ont fait disparaître des corps et les gens, il y a des informations, des témoignages qui disent qu'il y a certains corps qui ont été jetés dans les lacs artificiels comme ça vers Haoteux pour faire disparaître les corps. Parce que vers Haoteux, il y a des crocodiles dedans. Vous voyez, ça, c'est un autre dossier, carrément qu'il faut ouvrir. Donc, voilà les dégâts sur le plan environnemental à Table-Ibo. Donc, nos frères de Table-Ibo, c'est à vous de prendre le devant pour régler les problèmes. C'est à vous de vous réveiller pour que les problèmes comme ça soient réglés dans vos localités. Vous ne pouvez pas rester les bras croisés pendant que des Indiens viennent détruire la nature, détruire la vie de vos enfants, vos frères, vos sœurs, et repartent chez eux avec des milliards. Donc, voilà la suite de ce que moi, je vais dire sur Ouassem. Et j'espère que les bonnes volontés vont aller au secours de notre jeune frère, là, Seigneur, pour pouvoir lui donner de l'argent ou des moyens pour soigner les dégâts qu'il a reçus jusqu'au 3e degré. Ça, c'est le plus grave des cas brûlés. 3e degré. Vous imaginez? Ses membres ne fonctionnent plus. Il est sur place depuis 2 ans pratiquement. Et la société l'a abandonné. Et puis, bon, il n'a plus rien pour se traiter. Voilà, il est devenu un poids pour la famille et il est dans son lit tout le temps. Ouais. Donc, voilà les situations qui doivent nous intéresser. Bref. Donc, on quitte Table-Ibo. On tombe sur le ministère du Tourisme. Voilà. Monsieur Isaac Tiakpé. Voilà. Alors, les opposants. Les opposants composants. Ah, c'est les opposants composants. Opposants composants. Les opposants composants. Voilà, ça fait quoi 10 mois ou un peu plus, que c'était en octobre dernier que M. Isaac Tiakpé, qu'une radio de la place à Lomé, avant qu'il devienne ministre, avait interpellé qu'il est venu animer une émission, il n'a pas payé. Et la radio disait qu'il faut qu'il vienne payer l'argent. Et donc, il a été fait ministre. C'est les gens qui sont sortis ici pour défendre la modification constitutionnelle ou le changement de constitution. Je reviendrai sur ça tout à l'heure. Le changement de constitution. Donc, lui, particulièrement, il s'est manifesté violemment sur les médias. Il a même attaqué l'Église catholique qui a sorti un communiqué pour dénoncer cette réforme ou ce changement de constitution. Il a dit avec violence que les prêtres n'ont qu'à s'occuper de leur job, machin, qu'ils sont des politiciens et tout. À la fin, on lui a donné un slapotin. Il était, je pense, professeur de philosophie ici en France. Je pense que ça ne paye pas beaucoup. En Afrique, il y a beaucoup d'argent en politique. Donc, là où il faut aller s'enrichir en politique, c'est en Afrique. Donc, lui aussi, copain, glama, on lui a trouvé quelque chose. Et on lui a trouvé quelque chose. Et puis, il est arrivé au ministère du Tourisme. Et depuis qu'il est arrivé au ministère du Tourisme, ce n'est que des scandales. Ce n'est que des scandales sur scandales. Scandale sur scandale. Alors, le premier scandale que tout le monde a vu il y a cela quelques jours, c'est l'ARCOP. L'ARCOP sort une décision ou un communiqué pour informer l'opinion que M. Isaac Tiakpé et son comptable ou son DAF ont procédé à des signatures, ont commandé un véhicule 4x4 par des méthodes qui ne respectent pas la procédure normale de passation de marché.
Mais ce n'est pas le plus grave. Le plus grave, c'est qu'ils ont falsifié des signatures des gens qui sont censés conduire la procédure. Ils ne voulaient pas associer ces gens-là à la procédure. Donc, lui et son DAF, donc M. Keke Yaovi, ils ont procédé à la falsification des signatures pour faire passer des documents. Et c'est Isaac Tiakpe, donc ministre du Tourisme, des Arts et de la Culture, qui a demandé à son DAF de falsifier les signatures de leurs collaborateurs qui, normalement, devaient être associés à la procédure. Vous voyez la gravité? Vous voyez la gravité des faits que l'ARCOP a sortis. Qu'un ministre de la République, falsifie des documents pour faire valider un marché public. Un ministre de la République. Et il n'y a personne qui va là-bas pour le mettre les menottes dans les mains et l'envoyer devant un procureur. Personne. Vous pouvez retrouver la décision de l'ARCOP, comment les gens ont été auditionnés. Qui a dit quoi, qui a dit ci, qui a dit ça. Vous pouvez voir la décision de l'ARCOP. La gravité même des propos. Pourquoi je parle de cette situation? Généralement, il y a beaucoup de dossiers qu'on évoque. Les cas de corruption et tout qu'on évoque. Mais, quand vous avez des gens qui se sont affichés comme des opposants, qui ont dit oui, nous sommes des opposants, on veut changer le pays, on veut changer la gouvernance, nous sommes contre la corruption, nous sommes ci, nous sommes ça. Et quand on leur donne un petit lopin de pouvoir où on les associe à la gouvernance, ils sont les plus grands bandits sur le plan même de la prévarication des ressources publiques. Ces gens-là, si les gens du RPD, eux, on sait que c'est des voleurs nés, eux, c'est naturel chez eux. Le vol, les détournements, c'est naturel chez eux. Maintenant, ceux qui se disent opposants et qui ont lutté pendant des années ou qui luttent en disant nous voulons changer les choses, quand on leur donne une petite parcelle du pouvoir et qu'ils volent, eux, il faut les pendre. Parce que c'est une double escroquerie. Parce que eux, ils sont venus devant la population pour dire nous, si on a le pouvoir, on va changer les choses. Et on les associe un peu à la gestion. Et c'est les plus grands voleurs. C'est-à-dire, ils volent plus que même les gens du NIR. Ces gens-là, nous ne devons même pas être... Si on donnait 10 coups aux gens de UNIR,